Здравствуйте. Вначале мы задаем 3 вопроса для участников и гостей сегодняшнего мероприятия. Скажите, пожалуйста, что для вас означает русофония? Я буду и по-русски, и по-французски отвечать. Замечательно. Pour moi, ces journées sont très importantes parce que les Français doivent connaître la culture russe. Moi-même, je suis partenaire, nous-mêmes, pardon, je suis président de l'association Arco-Russe. Arco-Russe est une association culturelle. Nous sommes partenaires avec France Oural qui organise ces journées depuis de nombreuses années. Et le but de ces journées, c'est de faire connaître le russe aux Français. La culture russe est mal connue parce que les journalistes français ont des velléités de ne pas informer la France ou de désinformer les Français par le truchement des différents médias. Le français, il y a quelques années, était non seulement, on peut dire, partenaire, non seulement associé, mais il y avait des accords franco-russes, je pense à l'époque tsariste, avant le grand chamboulement de 17, pendant 80 ans. Bon, Dieu merci, c'est en train de changer, l'histoire est refaite. J'ai bien dit l'histoire est refaite, et nous, Russes blancs ici à Paris, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, donc là il faudra inverser peut-être et couper. Je m'appelle Nikolai Nikolaevich Tikhobrasov, je suis russe, comme on dit, blanc. Pour les Français, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, je leur explique. C'est parce que l'uniforme des Russes impériaux était en pantalon blanc et le costume, l'uniforme était blanc. C'est pas parce que les mains étaient blanches et qu'ils étaient officiers, pas du tout. Et je suis président de l'association Arco-Russe, Club français de la culture et des arts. Nous existons depuis une dizaine d'années, nous avons un site très important et nous sommes donc là pour aider à la connaissance de la Russie pour les Français. Et inversement, informer les Russes de ce qui se passe en France concernant la Russie. Je pense à la signature dernièrement qui a été faite pour la cathédrale russe avec le centre culturel qui va être construit à l'emplacement du bâtiment météo quai Branly. Nous avons réussi à avoir les renseignements par nos relations auprès de l'ambassade, auprès des services, même en Russie, pour obtenir les plans et montrer aux Russes ce qu'il va y avoir en France. Voilà, grosso modo, j'espère avoir répondu à la première question. Et comment réussissez-vous à réunir ces gens en Russie et en France avec votre organisation? Ça, voilà. Ça, c'est le mystère de la réussite. Dimitri de Koshko est très dynamique, il parle le russe merveilleusement bien. Moi, je m'oblige à parler le russe aujourd'hui. Bon, là, pour cette interview, puisqu'elle va être diffusée peut-être en français et en russe, donc je préfère le faire en français. Ну, я могу тоже отвечать по-русски, но... Allez, on va aller en français. Comment on réussit à avoir tous ces gens? D'une part par les relations, d'une part par la volonté de la Russie et du gouvernement russe, puisque nous sommes en rapport avec les instances politiques russes au point de vue de la culture. Nous avions un ami qui était M. Avdiev, ministre de la Culture et ex-ambassadeur de Russie en France, qui était un ami personnel, membre d'honneur de l'association Arco-Russe. Donc, si vous voulez, les auteurs, on n'a qu'à, comme on dit en français, passer le râteau sur la pelouse et il y aura en automne plein de feuilles, on ne cherche pas à en avoir. Il y a pléiade d'écrivains russes, il y a de bons écrivains russes, il y a une renaissance actuellement de la littérature. Je ne veux pas dire qu'avant il n'y avait pas de littérature, mais là le choix est trop vaste et on n'a que l'embarras de choix de les inviter. Et avec les possibilités maintenant financières et, comment dirais-je, pour l'obtention des visas,
Il est fortement question d'ailleurs qu'il n'y ait plus de visa entre la Russie et la France, mais c'est pas encore fait, mais ça va se faire prochainement. Donc si vous voulez, c'est très facile maintenant. Et pour nous d'aller en Russie, il y a quelques années, avant la perestroïka, bon, j'avais du mal, ou pour ne pas dire pas du tout, la possibilité d'obtenir le visa, parce qu'on ne me le donnait pas. Les Russes ne me le donnaient pas. Maintenant, on va en Russie, bon, comme on prend le train, nous, pour aller à Marseille, ou vous, pour aller de Moscou à Saint-Pétersbourg. Donc maintenant, les relations sont beaucoup plus faciles, les relations bilatérales. Mais simplement, il faut les reconstruire. Et ce type de manifestation... Bon, nous avons un local qui est merveilleux ici à la mairie du 5e. Monsieur Tibéri, maire du 5e arrondissement, nous prête cette mairie et on peut dire on l'a complètement envahi. Même la salle de mariage est à notre disposition, c'est merveilleux. Nous avons drainé aussi dans le quartier le lycée Henri IV, le cinéma La Clé, cette année, en 2014. On a des manifestations qui vont durer non pas sur ces 2 jours uniquement, c'est 2 jours à la mairie, mais ça va durer encore au-delà du mois de février. Et déjà avant, on a préparé, hier soir il y avait un film relatant la guerre, puisque nous sommes au centenaire de la guerre 14-18, donc un cinéaste russe, Victor Pavlov, a réussi, lui, à trouver des documents sur la guerre 14-18, inédits, pour faire connaître aux Russes, et nous, aux Français, de dire il y a eu 40 000 hommes russes qui sont venus de Russie par Vladivostok. Vladivostok, c'est à l'autre bout du pays de Russie, par le Marseille, remontés en train, et arrivés, alors qu'ils ne parlaient pas le français. C'était un ordre suivant l'amitié franco-russe, le triumvirat, comme je l'ai appelé personnellement, les Anglais, les Français et les Russes, pour bouter les Allemands. Et les Français ne sont pas au courant qu'il y a un cimetière à Mourmelon, qu'au fort de la Pompelle, à côté de Reims, il y a un pain qui a été apposé il y a 3 ans, et qui a été fait par les Russes, un grand monument, à la mémoire, à la gloire des soldats russes qui sont morts en France. Et non seulement ces soldats russes sont morts en France, mais certains sont restés. La révolution, pardon de ce terme, puisqu'il ne faut plus employer ce terme, la guerre civile est arrivée, ils n'étaient plus russes, ils n'étaient plus militaires, et ils se sont retrouvés, gros gens comme devant, comme nous disons en France, et russes ils n'étaient plus, puisqu'ils étaient anciens Russie, soviétiques ils ne l'étaient pas, c'était pas encore l'Union soviétique, donc ils se sont retrouvés rien, sans patrie, puisqu'ils ne veulent plus retourner chez eux, et en France, ils étaient obligés de se débrouiller. Beaucoup ne parlaient pas le français, étaient obligés de se mettre, puisque c'était de simples soldats. Je ne parle pas des officiers qui connaissaient 5, 6 langues, dès leur plus jeune en France, certains, la première langue c'était l'anglais, la seconde c'était l'allemand, ou inversement. Après il y avait un précepteur français, et ils apprenaient le russe une fois qu'ils rentraient chez les cadets. Mais donc ils connaissaient déjà 1, 2, 3, 4 langues. Moi, je me souviens, mon grand-oncle, qui était le colonel Dimitri Tikhobrazov, qui vivait à Cannes, il connaissait 12 langues, dont le japonais. Bon, c'est une langue qu'en Russie, dans les années 1900, c'était qui apprenait le japonais. Bon, j'ai répondu, je crois, peut-être à la deuxième question. En continuant votre pensée sur l'immigration, parce que ça existe maintenant aussi, il y a beaucoup de Russes qui habitent ici à Paris. Est-ce que vous pensez que les immigrants russes aujourd'hui, ils mettent beaucoup d'efforts? Est-ce qu'ils mettent des efforts afin de s'adapter à la ville et à la France aussi? Alors, c'est une question qui est... Là, c'est presque de la géopolitique. Vous me posez une question qui est difficile à répondre, non, mais je vais répondre très brutalement et très franchement.
Il y a eu plusieurs émigrations de la Russie. Nous parlons de la Russie en France. Il y a eu une première émigration, si on peut appeler ça une émigration de Russes qui aimaient bien la France parce qu'ils parlaient le français. Donc ils sont venus sur la côte d'Azur, ils sont venus à Biarritz, de l'autre côté sur l'Atlantique, parce que ça rappelait la Crimée, etc. Ils étaient un peu en vacances, ils venaient ici en vacances. Juste avant la guerre civile. Après la guerre civile, dans les années, disons, 22, il y a eu cette première vague d'émigration, et j'emploie bien le terme d'émigration. Ils ont, non pas immigré, mais émigré par Constantinople, par Bizerte pour les marins, ils sont allés en France, ils sont allés en Angleterre, aux États-Unis. Mais déjà, ils avaient un avantage, c'est qu'ils parlaient déjà la langue, parlaient le français. C'était ce que j'appelle l'intelligentsia. C'était pas l'ouvrier, c'était pas le repris de justice, comme maintenant. Nous avons une immigration en France de gens colorés, mais ce sont des anciens repris de justice, c'est pas l'intelligence. On ne peut pas dire que les Africains qui sont en France, bon, hein, non. Je ne parle pas de celle-là. Je parle de l'immigration russe où, moi je vois mon père qui était un scientifique, il y avait un colloque international, il y avait des Italiens, des Américains, des Belges, des Allemands, puis mon père leur dit, en tant que responsable de la délégation et de l'organisation, il dit, bon, quelle est la langue? Non, mais ruski. Voilà. Et la langue commune était le russe. C'était des astronomes, c'était des physiciens, c'était des mathématiciens, c'était des écrivains, c'était des peintres. Diaghilev, il a amené, et à l'époque on faisait des décors de théâtre avec des peintres, pas comme maintenant où on met des trapke. Donc il y a eu cette première vague. Il y a eu une deuxième vague, parce qu'il y avait des Russes qui sont restés en Russie, qui étaient devenus Russie au rouge, l'Union soviétique, SSSR. Ils sont restés parce qu'ils n'ont pas pu partir, ils n'ont pas eu la possibilité de partir, et là, ils étaient contraints de fuir le régime. Par leurs origines, ils ont été fusillés, arrêtés, mis beaucoup plus tard dans des camps. Donc il y a eu une deuxième vague d'émigration dans les années 30, 32. Bon, arrivé en France, mais c'était déjà moins l'intelligence, c'était plus des gens de la bourgeoisie. C'était des commerçants, c'était des chefs d'atelier, c'était pas des directeurs de grandes usines. Attention, les usines à l'échelle de la Russie. Si nous, une usine à 1000 hommes, 1000 ouvriers, en Russie, c'est 10 000. C'est à l'échelle, il faut tout regarder les proportions. Et après, il y a eu cette vague, après la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu une vague de soviétiques qui sont venus en Europe, en France, et maintenant, après la perestroïka, nous avons une multitude de Russes. Moi, ça m'amuse dans le métro ou dans le quartier où j'habite, dans le nord de Paris, d'entendre parler russe ou de voir un gamin en train de... Il dit soudain, quoi, là, куда ты идешь? Bon, moi, ça me fait plaisir d'entendre le russe, je discute avec eux. Alors, il y a quelques années, c'était très drôle. Les gens se méfiaient de moi parce que je leur adressais la parole. Maintenant, en 2014, les gens sont beaucoup plus ouverts, s'adaptent beaucoup mieux. Mais comme toute personne d'un pays étranger, ils se réunissent entre eux pour garder le petit cocon en russe. On le voit, je fais partie du forum des associations russes en France. On voit que toutes ces associations, c'est pour apprendre le russe aux enfants, c'est pour garder je ne dirais pas la culture russe, mais garder les bases de ce qu'ils avaient en Russie. La tradition. Bon, évidemment, la vodka, mais ça, n'en parlons pas. Mais autant nous, Russes blancs, nos parents nous ont donné la tradition, déjà, de l'orthodoxie. Nous sommes orthodoxes, nous sommes pratiquants. Nous avons été élevés dans des groupes avec les Sokols, avec les Vitias. Donc, l'ambiance, évidemment, pour les jeunes,
avec d'autres jeunes. On a appris à jouer de la balalaïka. Moi, quand je suis allé en Russie pour la première fois en 2000, lors d'un plein air, puisque je suis artiste peintre, j'étais invité à un plein air à Uriopinsk. Alors c'est très drôle quand je dis Uriopinsk en russe, il me dit «Что, ты был в Урюпинске? Ну ты знаешь, что это?» «Да, я знаю». Bon, c'est un peu le pétaouchnok de chez nous. On était le long de Khaper et il y avait un groupe de Russes qui sont arrivés, de folklore, et j'ai vu la balak, j'ai dit «Non, dai balak». Et je me suis mis à jouer de la balak. Ils étaient tous étonnés que je joue de cet instrument barbare, que très peu de Russes actuels savent jouer sur la balalaïka. Nous avons le plus grand balalaïkiste en France, qui est un ami, Nicolas Novikov, qui a joué devant le président Poutine, parce que c'est vraiment le plus grand balalaïki d'Europe, peut-être même de Russie. Merci pour vos réponses complètes et on vous souhaite bonne journée, bonne continuation. Спасибо вам тоже. Спасибо вам тоже. И большие успехи. До скорого, может быть. Пока. До свидания. Bon, ça allait, c'était bien? Oui, en fait, vous avez répondu à toutes nos questions avant même sans les poser. Sans les poser,